tournée à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Mesdames et messieurs, nous sommes la Tronchambienne. Je vous présente Vled Tapas de la Tronchambienne. Nous nous Oui, mettons c'est moi. en tenue de travail. Hein. Tout à fait. Alors, ce type d'expérience un petit peu périlleuse d'enfilage de blues avec un micro se passe normalement hors de la scène. C'est un métier. Donc vous assistez à quelque chose d'extrêmement intime et périlleux. Ça va mieux. Voilà, donc détendez-vous. On va vous parler de ce qui va apparaître à l'écran maintenant, c'est-à-dire donc les croyances, les dérives sectaires et les pseudosciences sur Internet. Voilà, que vous connaissez Internet, je pense, un petit peu. Voilà, Internet qui est le royaume du bullshit, l'empire des pseudosciences. Le royaume du bullshit. Regardez, j'appuie et la slide change. Et On a eu de la chance. Donc, le royaume du bullshit, donc sur Internet, on a accès à tout et n'importe quoi, surtout à n'importe quoi. Donc, vous croyez peut-être à des choses que vous voyez là. On ne va pas détailler, on n'a pas le temps. On a également pas mal d'autres choses avec ARP, avec les reptiliens, avec des choses. Et puis, en particulier, il y a un tas de croyances dans le domaine de la santé, que ce soit l'homéopathie, la kinésiologie, la guérisiologie. Et peut-être parmi vous, il y en a quelques-uns qui croient une ou plusieurs choses dans cette liste. C'est possible. c'est pas grave. C'est pas grave. On ne juge pas les personnes. Voilà. On questionne des idées. On peut croire à ces choses-là sans être stupide. On peut pratiquer ça sans être un escroc. Si, quelquefois. Et je dis que c'est toi qui putes sur tout le monde. Hein. Non, mais donc je suis le gentil du duo. Hein. Donc là, vous avez le détecteur à bullshit qui vous dit que bon, faites attention, à minima, c'est pas prouvé. On ne vous dit pas que c'est dangereux, mais à minima, c'est pas prouvé. Et pourtant, tout ça, il y a au moins des dizaines de personnes qui y croient parce que nous, on a appris le nom de la chose. Donc, c'est que ça existe. Donc, les gens y croient, y compris à l'orgone. La rigologie. La rigole, bah, ça, c'est la vidéo de chat. Hein. Voilà. Donc, on a tout ça sur Internet. Mais on a aussi... Vlad. Mais Internet, c'est aussi le paradis de la recherche. L'air de rien, Internet vient de là. Internet est à la base une initiative de chercheurs, subventionné par l'armée, certes, mais on oublie beaucoup trop souvent de rappeler qu'à la base, c'est fait pour la recherche. Et donc, on a des initiatives comme celle-ci, PubMed, ou encore PLOS ONE, et bien d'autres, qui permettent d'avoir accès aux publications des chercheurs. C'est inestimable. Les vidéosciences, on est sur Internet. Oui. Absolument. Nous le sommes. Enfin, pas aujourd'hui, mais... Il y a beaucoup de sciences sur Internet. Donc, si on veut, on a accès à tout ça. Donc, quand on veut, on peut. À notre époque, l'ignorance est un choix. Hein. Donc, le problème, ça n'est pas Internet, au final. Donc, ceux qui avaient peur qu'on trache Internet, rassurez-vous, Internet n'est pas le problème. Internet, c'est très bien. Ça peut être la solution. Le problème, c'est avec quoi vous l'utilisez. Un indice, ça ressemble à ça. Alors, Vlad, comment ça s'appelle, ces deux choses, de trucs? Alors, je ne connais pas ce système d'exploitation, mais ça ressemble à un cerveau. D'accord. Un cerveau qui est pétri d'intuitions fautives, qui nous font penser des bêtises, de jugements hâtifs, qui peuvent être utiles dans la nature, mais qui, globalement, dans la société, ne sont pas super terribles. On est hyper pourrave en statistiques. Enfin, le cerveau est hyper pourrave en statistiques. Et puis, on cherche trop de cohérence dans l'environnement. C'est-à-dire que la vraisemblance et la cohérence, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, et on la recherche. Et puis, on surestime notre capacité à comprendre le monde. Alors, si à ça, vous ajoutez en plus une mauvaise connaissance de comment marche la science, vous vous exposez à des grosses catastrophes. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent leur cerveau sur Internet. Et c'est un peu comme des pilotes de Formule 1 qui n'ont pas le permis. T'en connais ? J'ai quelques noms, mais là, on n'a pas le temps. Donc, le problème, c'est que ça expose les gens à notamment des dérives sectaires. Et le problème, c'est que qu'est-ce que c'est qu'une secte? Comment on définit une secte? Bon courage. C'est pas facile parce qu'on a cette image d'Épinal, donc des inconnus avec un truc folklorique. On plaide non coupable. Hein. Oui, Épinal étant dans notre région, c'est pas notre faute. Hein. C'est une blague très drôle. Il faudra qu'on l'écrive, celle-là. Abonne-toi. Et voilà. Donc, les sectes ressemblent parfois un petit peu à autre chose que des sectes. Notamment, ce monsieur-là, c'est David. Un gars. Et on dirait un mec commercial ou qui homme politique. En fait, lui, c'est le boss de la scientologie. Donc, c'est quand même un pourri. Donc c'est le top du gourou en 2017. Hein, ça, c'est le top du top. Et évidemment, à le voir comme ça, on ne sait pas que c'est une secte. Et alors, si vous voulez
savoir à peu près où vous mettez les pieds. En gros, quels sont les critères Vlad Tapas? Alors il y en a plusieurs qui peuvent commencer à nous mettre sur la voie. Déjà, il y a la manipulation financière. Ensuite, il y a l'isolement du monde, histoire d'éviter que vous soyez trop sceptique et que vous croisiez des personnes qui vont vous aider à douter. Le prosélytisme, parce que c'est bien de gagner plus de personnes et donc plus d'argent, comme des chaînes YouTube, vous voyez. Il y a les pressions physiques, bien souvent, qui ne sont pas forcément des pressions physiques de l'ordre de la baffe, qui peuvent être voilà, fatigue jeune, etc. Et puis de la manipulation sexuelle, parce que tant qu'à faire, hein bon. Non, ne fais pas cette blague-là. Donc, il n'y a pas forcément tous les critères en même temps, Non, mais clairement. si vous connaissez des gens ou vous-même, vous vous demandez est-ce que je ne suis pas toi dans une secte, bah, vous pouvez contacter le GMP, la DFI et d'autres structures. Vous tapez secte information sur Internet et vous aurez l'ami Vilude. Documentez-vous au moins. Vous tomberez pas sur le site d'une secte comme ça. Hein. Globalement, ils ne se qualifient pas de secte même. Hein. C'est ça le truc, c'est que quand vous tapez secte, vous avez à peu près l'info des gens qui bossent dessus. Alors qu'on tape homéopathie, eh ben, on a d'abord les sites de sectaires. Pas de bol. Donc, on ne sait jamais qu'on entre dans une secte quand on entre dans une secte. Ok? Donc, le truc important à retenir, c'est que le mot secte étant connoté, quand on rentre dans quelque chose qui nous paraît fiable, bah, ça nous paraît faible, donc c'est pas une secte. Ça peut pas être une secte. La secte, c'est les autres. Ou alors c'est des clics. Ça dépend comment on... Et donc, on rentre dans ces choses-là, dans ces croyances un peu extrêmes et sectaires, par différents moyens. Et à chaque fois, on est très, très motivé. Et notamment, il y a la spiritualité. Ça se passe très très rarement d'un seul coup. Hein. On va de compromis en compromis, on y va petit à petit. Voilà. Et quand on y va, après, on y va à fond. Donc, on finit avec des gourous comme ce monsieur, comme celui-ci, ou comme celui-ci, qui conduisent des gens à mourir un petit peu. Hein. Il suicide de masse, celui-là, surtout vachement le dernier. sympa. Hein. Et puis d'autres gens qui sont moins criminels, mais qui sont totalement dans le bullshit, qui vous racontent des choses extraordinaires. Voilà, c'est pas parce que ça n'a pas l'air organisé qu'il n'y a pas forcément une dérive sectaire. C'est-à-dire que, par exemple, Deepak Chopra, Runyaya, ils vont propager des idées, ils vont utiliser les différents mécanismes afférents aux dérives sectaires, pour autant, ils ne vont pas faire de genre de messe ou de trucs de ce type-là. Voilà. Mais ils ont une aura de gourou et les gens les écoutent parce qu'on veut les croire, parce que ce qu'ils racontent, c'est vachement plus... C'est inspirant. Ouais, c'est quand même plus sympa que la biologie moléculaire. Cherchez les citations de Deepak Chopra, c'est divin. Et puis surtout, ça n'a aucun sens, donc vous mettez dedans ce que vous voulez. C'est ça qui est pratique, Deepak Chopra. Alors, quand vous rajoutez du paranormal à la spiritualité, vous avez la voyance, l'astrologie, la vie après la mort, donc des gens qui vous disent qu'ils savent de quoi ils parlent, et puis ce qu'ils vous le disent, il faut les croire, je suppose. On peut rajouter la médecine douce, et là on rentre dans des trucs un petit peu pas drôles, parce qu'on a pas mal de gens dans les médias, donc là on a 3 personnes du monde anglophone à droite et puis un francophone à gauche. Ils ont des centaines de milliers de gens qui les écoutent. Ils racontent n'importe quoi sur à peu près tout ce qui est possible de raconter sur la santé, sur la nutrition. Le mec tout à gauche dit qu'on peut faire repousser des membres en buvant du jus de fruits. Voilà. Et les médecins nous le cachent. C'est fou. La deuxième dit que c'est un scandale, dans les avions, on n'a que 50% d'oxygène. Et le reste, on nous met de l'azote, on nous vole. Ne cherchez pas à comprendre. Food baby. Voilà. Et donc, c'est des gens qui ont un vrai impact sur comment les gens se comportent dans leur vie. Donc, ils sont prescripteurs de comportement. Il faut voir quand même que les anti-vaccins ont fait réapparaître des maladies. Oui, c'est pas de bol. Oui, il y a des gens qui meurent du coup. Voilà. Et M. Oz, à droite, a promulgué l'idée que les vaccins causent l'autisme. Enfin, c'est une sorte de saloperie d'ordure, quoi. On peut rajouter aussi des ovnis. Alors là, ça fait un peu plus folklorique, mais du coup, on a des gens comme Vrael, des gens comme la scientologie. On y revient, parce que le vrai dogme de la scientologie, il faut payer beaucoup d'argent pour atteindre les sphères de la secte où on apprend tout. En fait, il y a des ovnis, des IT, la galaxie, etc. Donc des choses un peu étonnantes. Il y a un très bon épisode de South Park sur la question, il faut le regarder. Voilà. Et puis il y a les pseudosciences qui sont extrêmement vastes, Veltapas. Oui, pseudosciences, extrêmement vastes comme on disait, qui vont s'amuser à mélanger de la science avec des choses un petit peu connes. Alors on a Elisabeth Ronisco, voilà, qui est psychanalyste. On a des gens qui font de la pyramidologie, comme Jacques Grimaud, que certains connaissent, hein, peut-être, voilà, un petit peu. Globalement, son délire, c'est Stargate, sauf qu'il dit que c'est vrai. Voilà, ou l'archéomanie, ou le récentisme, ou tout ce qui va être révisionnisme de Voilà, l'histoire. Tous les gens qui reviennent sur l'histoire. Et puis on a malheureusement des médecins. Et là, c'est encore pire que la médecine douce. Alors on fait un peu du name dropping en direct sur Internet. Et on ne veut pas s'attaquer à ces personnes-là en tant que telles. C'est juste qu'elles représentent bien une manière d'argumenter et de tordre les faits qui est triste, parce qu'en fait, c'est pas de la science. Même M. Joyeux, qui a été médecin avant de se faire lourder par l'ordre des médecins. Et puis on a ces gens-là, qui maintenant sont avec Hanouna à la place qui leur revient. Plutôt, ouais. Je pense qu'il faut les laisser dans un studio, éteindre les caméras et les laisser entre eux. Ils finiront bien par se manger les uns les autres.
et on sera débarrassé. Voilà, bon bref. Après, on a tout ce qui est idéologie. Et sur Internet en particulier, on a des gens qui ont beaucoup d'influence et qui sont prescripteurs encore de comportements pas forcément très gentils. Non, on peut même dire, je crois qu'ils sont méchants, n'ayant pas peur des mots. Les comportements sont méchants, des fois, en réponse à ces choses. Donc voilà. Et ces gens ont des discours et les gens veulent les croire. Donc on a dû vouloir croire dans différents domaines, de la spiritualité, des pseudosciences, des médecines, dans le paranormal et dans l'idéologie. Et là, vous me dites, mais pourquoi il nous parle de ça? Et là, c'est intéressant. Vlatapas. Voilà, parce que malheureusement, on va revenir dessus un petit peu plus tard, mais pour pouvoir disqualifier une croyance, quelque chose de faux, il faut que ce soit un petit peu observable. Et là-dedans, les seules choses qu'on peut véritablement disqualifier grâce à des méthodes, ce sont les pseudosciences. Parce qu'on ne va pas dire aux gens que la spiritualité, c'est faux. Oui, voilà. Parce qu'on n'a pas le droit de dire aux gens qu'il faut croire de croire ce qu'on veut qu'ils croient. On n'est pas dans la police de la pensée. On ne peut pas aller dire que le paranormal... Là, je vais me faire engueuler parce que je suis pas dans le mien. Le paranormal, c'est faux parce que le paranormal, c'est ce qui n'est pas expliqué. Donc, par définition, on peut pas leur dire que c'est faux. Alors, ceux qui nous ont déjà vus sur scène savent qu'on aime bien bouger un petit peu dans tous les sens. Et là, on nous a dit, vous dépassez pas le Chatterton. Je me sentais trop. Je suis pas bien. Voilà. L'idéologie, on peut pas leur dire que Sorel a tort parce que on peut pas leur dire que les médecines douces, ça marche pas parce que ils ont envie d'essayer, on ne peut pas leur reprocher, ils veulent essayer. La médecine douce ça marche, mais il n'y a pas d'effet spécifique. Du coup, pas de bol. Où est-ce qu'on peut agir pour essayer de leur dire vous avez tort? Eh bien, les pseudosciences. Voilà, on peut disqualifier des pseudosciences et on peut les tester. Sauf qu'à partir du moment où on commence à disqualifier certaines pseudosciences, il y a des trucs un petit peu connexes qui commencent à disparaître aussi. Et du coup, de disqualification en disqualification... Oui, parce que les discours ont plusieurs dimensions. Donc si on retire les dimensions scientifiques, on retire un peu le reste. Et au final, ça va, il reste plus grand-chose. Il reste moins de choses. En plus, celui qui est là-haut, il est mort à cause d'un suicide, donc ça va. Ils sont tous morts. Hein, ouais. Non, pas forcément le... Non, celui en haut à droite, là, c'est sûr. Enfin, ils sont mourants, quoi. Oui. Voilà. Et donc, la pseudoscience, c'est peut-être là où on doit faire quelque chose. Mais alors, comment est-ce qu'on répond aux pseudosciences, Vlatapas? Eh bien, environ le pseudo, avec de la science. Ça, c'est la conclusion. Attends. D'abord, il faut trouver une méthode pour distinguer le vrai du faux. Comment je fais? Déjà, pour distinguer le vrai du faux, il faut une méthode, il faut un cadre métaphysique, parce qu'on ne peut expliquer la nature. Ne prends pas les gens trop pour des imbéciles, ils vont s'énerver. On nous a dit ça. Voilà. Donc, un cadre pas prendre les gens pour des cons, mais ne pas oublier... Non. Alors, on explique la nature par la nature. Voilà. Et ça nécessite plusieurs prérequis. Déjà, il faut axiomes. Tout à fait. Admettre que le monde existe. Et puis que le monde est compréhensible, parce que si on n'a pas ça... Voilà. Alors, peut-être c'est faux, peut-être que le monde n'existe pas, auquel cas on n'a rien à expliquer, peut-être qu'il n'est pas compréhensible, auquel cas on va s'arrêter. Mais si on veut expliquer, du coup, on va considérer que c'est vrai. Sinon, ça ne sert à rien de chercher. On est obligé de passer par là. Hein, c'est logique. Hein. Tout le monde nous suit? Oui, c'est bon. Voilà. Deuxième cadre, le cadre éthique. On ne fait pas de la science n'importe comment, hors sol. D'abord, on est sceptique par rapport aux faits, donc on ne va pas accepter d'emblée que c'est vrai ou que c'est faux, mais on va suspendre son jugement, époqué. On va chercher l'universalisme, c'est-à-dire que ce qui est vrai pour moi par rapport aux sciences de la matière va être vrai pour tout le monde partout sur Terre, c'est le but. Si ça change en fonction des saisons ou de l'humeur, c'est pas vraiment vrai ou faux, c'est autre chose. Ceux qui étaient là tout à l'heure pendant la conférence sur le storytelling ont un petit peu entendu parler de l'ère post-truth dans laquelle on se trouve un petit peu actuellement. Voilà, c'est ça, c'est cette espèce de relativisme de ma vérité vaut autant que la tienne, tu comprends? En bon français, post-vérité. Tout à fait. Post-truth. Alors, pour avoir de l'universalisme, il faut avoir accès aux résultats et à comment on les a obtenus. Donc, il faut être dans le partage des protocoles et des résultats. Et puis, il faut que les chercheurs qui vous délivrent ces infos ne soient pas intéressés au fait que la théorie soit vraie ou fausse. Ça, c'est idéal. C'est le cadre éthique idéal pour distinguer le vrai du faux. Si on a ça, on est bon. Et puis, il y a un troisième cadre, Vlatapas. Le troisième cadre, c'est le cadre méthodologique, ce qui va nous permettre d'accéder à, sinon la vérité, au moins une bonne approximation. Et pour ça, il y a plusieurs outils. Déjà, il y a le rasoir d'Occam, qui appelle au principe de parcimonie, qui est le fait de supprimer les hypothèses superflues. Par exemple, quand la foudre tombe, avant on disait c'est sûrement dû à Thor ou à Zeus. Maintenant, on a l'hypothèse avec les masses d'air, et du coup, on a retiré Zeus. Zeus, c'est une hypothèse inutile. On le coupe avec le rasoir d'Occam. Vous voyez, c'est une métaphore. Le principe de réfutabilité. Le principe de réfutabilité, c'est le fait qu'il faut pouvoir réfuter une proposition. Il faut donner les outils pour que cette proposition soit réfutable. Et là, il y a une théière. C'est la théière de Russell. C'est la théière de Russell. Voilà.
En gros, si on ne peut pas Petite prouver histoire. que la Terre n'est pas en orbite entre Mars et Jupiter parce qu'on n'a pas comment ça s'appelle un truc, un télescope, un télescope pour le voir, bah, est-ce qu'on doit dire que la Terre existe ou pas? Bah, plutôt non, parce que ce serait étonnant. Donc, et surtout, tant qu'on ne peut pas prouver qu'elle n'est pas là, on ne peut pas dire qu'elle est là. Et c'est même pas faux qu'elle n'est pas là non plus, en fait. Vous voyez, donc en gros, ça sert à rien. C'est confus. Donc la charge de la preuve. Voilà, la charge de la preuve. La charge de À la vos preuve. souhaits. Courage. La charge de la preuve revient à une personne qui avance une affirmation, et a fortiori une affirmation extraordinaire. Plus, une affirmation extraordinaire requiert des preuves extraordinaires. Et donc, par exemple, là, on a l'image d'un dragon pas de moi. parce que Carl Sagan a écrit qu'il avait un dragon dans son garage. Et il a bien démontré que c'était pas à nous de lui prouver que c'était pas vrai. Si je vous dis que j'ai un dragon dans mon garage, c'est à moi de vous amener des photos, des trucs, des preuves, etc. Parce que c'est quand même vachement étonnant. Parce qu'en vrai, là, si on n'a pas le droit d'aller dans cette zone-là, c'est parce que c'est là qu'il y a l'écurie de la licorne rose invisible. Oui, Du coup, on nous interdit. on peut pas. Ouais. C'est une hypothèse À vous de nous prouver le contraire. un peu coûteuse. Hein. Ok. Et donc, on a un dernier outil qui est le curseur de vraisemblance. On va en parler à la fin. C'est que même en absence de preuves absolues, on peut estimer est-ce que c'est plus ou moins vraisemblable. Vous voyez, et on peut changer d'avis. Ok, vous faites pas chier ça? Vous êtes toujours en vie? C'est bien, voilà. Vous Donc, êtes concentré comme un amphifac. si maintenant, Ou endormi. on emboîte les 3 cadres, éthique, méthodologique, métaphysique, Effet spécial. on obtient un espace qui délimite la science. Donc la réponse, oui. Des années d'études pour délimiter sur PowerPoint, c'est pas facile. Hein. C'est pour ça que tu as passé autant de temps dessus, en fait. Toute ma nuit. Comme d'hab, à la fin. Donc, pour répondre aux pseudo-sciences, il faut de la science. Qui l'eût cru? Incroyable. Rien à voir avec le fait que j'ai spoilé en début de conférence. Hein. Ouais, bah voilà. Non, mais on va en reparler. Donc, C'est vrai. Surtout qu'il faut comprendre la science. C'est pas que la science, il faut la comprendre. Et donc, le problème qui se pose, c'est le problème de la démarcation. Ceux qui connaissent, qui font un peu de philo, savent qu'on ne sait pas. En fait, il n'y a pas de critères pour définir la science et les pseudosciences. C'est assez compliqué. Mais on peut vous proposer quelques trucs. Entre nous, ça reste entre nous, mais comme ça, vous pourrez tester. Les gens ne le savent pas. Allez, vas-y. Alors, distinguer la science et les pseudosciences. Là, par exemple, c'est des gens avec des blouses. Donc, c'est de la science. Donc l'habit ne fait pas le moine Hein? et l'accoutrement, on a vu, c'est joli, c'est 100% coton. Oui. Voilà, c'est mangez-en, c'est bien. Beaucoup de pseudosciences vont mimer la science, donc vont prendre le vocabulaire, vont prendre les habitudes, vont même voler le nom avec des noms d'universités qui n'en sont pas. C'est pas du tout une université, ça. Hein. C'est un truc qui est financé par ce truc-là, qui est une fondation, qui prend le nom d'une fondation pour la discussion entre la religion et la science. Et en fait, c'est un think tank fondamentaliste, créationniste, hein, et qui, voilà, c'est des gens qui font pas du tout la science. Hein. On a même des trucs qui ressemblent à des journaux de recherche, qui ressemblent à des revues scientifiques. Mais en fait, non. Le comité de lecture, Neuroquantologie. J'ai pris un truc au hasard et l'article était vachement étonnant, donc je pense que c'est pas. on a neuro et ça se finit en OJ. Voilà, donc c'est ça la doit être scientifique. neurosagesse. Et on a c'est prouvé scientifiquement. Le vu à la TV des pseudosciences. Sachant que ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, en tout cas, quand eux l'utilisent, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que c'est quoi une preuve en science? En science, il faut déjà accepter le fait qu'il n'y a pas de vérité absolue. Une connaissance définitive, c'est pas possible. Les connaissances sont temporaires jusqu'à ce qu'on les améliore. Et globalement, les scientifiques, ils cherchent à se réfuter les uns les autres. Défoncer une théorie qui est hyper admise, c'est le rêve d'une carrière de chercheur. Voilà. Donc il faut arrêter de dire qu'ils ont des intérêts à ce que ça reste comme ça. Donc pas de réponse absolue et il n'y a pas de modèle total de la nature. On peut avoir connaissance de 100% des paramètres. Alors, est-ce que c'est une preuve malgré tout? Oui, mais c'est une preuve qui est délimitée par les cadres, les 3 cadres qu'on a mis avant, éthique, méthodologique et métaphysique. La science ne peut pas proposer mieux qu'une approximation de la réalité. C'est déjà énorme et actuellement, on n'a pas mieux. Et donc, en science, on a plein de théories. Donc, les théories, ce n'est pas des hypothèses, c'est des structures, c'est des modèles explicatifs du monde. Et ensemble, ils construisent un paradigme. On évolue dans un paradigme, on voit le monde d'une certaine manière. Et c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Et c'est là que le mot preuve est important. La preuve, elle intervient pour réfuter ce qu'on croit savoir. Vous voyez? Donc, un paradigme, c'est quelque chose qui est vrai parce qu'on n'a pas réussi à la réfuter. Ça ne veut pas dire que c'est vrai absolument. Ça, c'est hyper important. Hein. Personne ne prend des notes, mais c'est hyper important. Et donc, la science, c'est ce que c'est. Eh bien, la science est un ensemble En gros. de connaissances cohérentes Ouais. qui fonctionnent, qui interagissent les unes avec les autres de manière cohérente et congruente.
Hein. Ouais, Ce sont des modèles ouais, c'est compris. partagés par les disciplines, donc, et il y a un principe de consensus qui est hyper important. Voilà. Les chimistes, les biologistes et les physiciens sont d'accord sur ce que c'est qu'un atome, en gros, enfin, ils sont tous d'accord entre eux. En pseudosciences, alors c'est un petit peu à la vas-y comme je te pousse, moi j'ai décidé que ce serait comme ça, Ah, j'aime bien, parce voilà. que moi j'ai les énergies, j'ai le quantum, j'ai... Enfin, voilà, ils ont leur vocabulaire un peu à eux, et puis parfois ils arrivent avec un scénario qui n'a pas d'explication. Cette image n'a aucune explication. Hein. Pourquoi? Voilà. Et donc, en pseudosciences, le simple fait d'être tout seul à dire ce que je dis, donc c'est le syndrome de Galilée, parce que je suis seul, j'ai raison. Parce que les autres qui sont tous d'accord entre eux et qui bossent beaucoup, ça m'ennuierait qu'ils aient raison parce que je veux avoir raison moi. En oubliant que Galilée, la science était globalement plutôt de son côté, c'est le clergé qui était pas chaud pour ses idées. Non, c'est plus compliqué que ça, quoi. Et donc, la morale de l'histoire, si on devait arriver à la morale, c'est qu'il faut pratiquer une vigilance épistémique. Donc, épistémique, ça veut dire qu'il y a trait à la connaissance. Donc, par rapport à ce qu'on veut reconnaître comme une connaissance, il ne faut pas tenir pour vrai ce qui n'a pas été démontré. Pas, hein. Voilà, il faut pas tenir pour vrai ce qui est irréfutable, parce que si c'est irréfutable, c'est même pas faux. C'est ça qui est Donc terrible. c'est rien. Que dalle. Et il faut être ouvert aux nouvelles données pour faire évoluer notre opinion. Et donc ça, c'est le curseur vraisemblance qui n'est pas fixé. On peut bouger dans nos opinions sur les vaccins, sur les OGM, sur l'évolution. Et c'est ça qui est bien, c'est que peut-être qu'on avait tort, mais c'est pas parce que du coup, on peut changer la vie. Il y a eu des renversements de paradigme dans la science et ça a été super. Ça Voilà. a permis Là, de faire avancer on la a connaissance. Une citation de philosophe, parce que sinon on a l'air con. Hein, vas-y. On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. D'accord. Emmanuel Kant. Ouais. Kant. Je vous laisse vous imprégner de la philosophie. Et donc, la morale, c'est que le monde est infiniment complexe, qu'on n'a pas accès à tout, donc on a forcément des incertitudes. Mais les incertitudes, c'est stressant. On C'est voudrait pas très tout savoir. confortable. Et du coup, quand on veut rejeter les incertitudes parce qu'on aimerait tout savoir, et du coup, ça nous conduit à rejeter la science, et donc à préférer les croyances, les idéologies et la pensée magique, parce que c'est quand même beaucoup plus rassurant de savoir penser qu'on sait. Et ça mène directement à l'anti-science. Mais pas que. Et non, parce que du côté du scientisme, on a aussi le fait de demander à la science plus que ce qu'elle ne permet. Rechercher la vérité absolue, par exemple. La science n'est pas là pour vous rassurer. Elle Non. est là pour essayer de vous expliquer comment ça marche. La science est amorale. Donc, Pas immorale ou méchante, amorale. Oui, Pas un mort du goût. oui. T'as Enchanté, compris? T'as compris? C'est une blague. c'est un mandrake. Parce que c'est la marque. Donc, anti-science, scientisme, même combat, c'est-à-dire qu'on rejette les incertitudes et du coup, ça mène à rejeter ce que la science nous propose pour de vrai. Et donc, il faut éviter. Et si on est capable de faire tout ça, le monde ira beaucoup mieux, il y aura beaucoup moins de sectes et nous serons tous très heureux les uns les autres. Merci Oui. beaucoup. Soyons heureux tous ensemble. Merci de votre attention. Alors, on a fini pile à l'heure, on voulait faire plus court pour essayer d'avoir des questions de votre part, mais on va quand même prendre 2 minutes ou 3 minutes, je sais pas qui organise. Il décide. Personne, allons-y, qui ouvre le micro, on lève la main pour une question, Bas les couilles, frère. 2 questions, pas de questions, merci, au revoir. Ah, une question là-bas, oui, Ah. oui, question, oui. On a été si clair que ça. J'aimerais juste préciser un petit truc que vous avez dit. Vous avez dit que les médecines douces n'avaient pas, entre guillemets, qu'ils n'étaient pas dangereux étant donné qu'ils n'avaient pas de conséquences. Les médecines Je douces, sais pas ce que j'ai dit. On n'a pas dit ça, non. On n'aurait jamais Pas dit une toujours chose des pareille. conséquences, pas toujours. pas toujours des conséquences. Mais l'homéopathie, qui est une technique particulièrement anodine, étant donné que c'est du sucre avec un petit peu d'eau, Il n'y a c'est- plus d'eau à la fin. c'est des techniques qui sont extrêmement dangereuses sur le principe que les gens en viennent à rejeter complètement le principe de la médecine, et on a des retards diagnostiques, par exemple avec des gens par exemple qui vont se traiter avec de l'éthiopathie, avec des trucs à la con, en faisant des massages shintoïstes ou je ne sais quelle connerie, Des ventouses. et on a des retards diagnostiques, des retards de prise en charge, et c'est des gens qui vont mourir à cause d'une pseudoscience, alors que, je rappelle, l'homéopathie, ça reste du sucre et de l'eau. Oui, mais enfin, c'est pas grave, c'est pas comme si l'homéopathie voulait guérir le sida et le cancer. Ah bah si, ils l'ont dit en fait. Oh bah oui, Si, Oui, l'an ils l'ont dernier. dit, ils l'ont dit qu'ils allaient s'occuper de ça. C'est Oui, non, en dingue. fait, l'homéopathie, c'est grave, en fait, oui. Mais au cas par cas, les gens sont bien souvent, ça n'a pas de conséquences sur eux, mais ça a des conséquences à long terme sur comment les gens réagissent à la science. Ça a des conséquences bien systémiques qui sont assez alarmantes. On est bien d'accord, docteur. Parce que si les gens se disent j'ai plus besoin d'aller voir mon médecin, il suffit que je prenne mon cacheton d'homéopathie, ben, la science recule. Allez. Ah, oui. C'est dommage, on était positif avant sur la fin. Je me demandais si, en regardant l'émergence de plus en plus grande de tous ces trucs-là, il n'y avait pas une remise en cause de la science, une partie des critiques qui lui étaient faites, qui étaient légitimes et qui pouvaient être intégrées. Par exemple,
la médecine douce émerge beaucoup du fait que la fin de vie est un truc absolument abominable aujourd'hui. Peu importe de quoi on crève, si on crève à l'hôpital, c'est abominable. C'est dans des conditions qui sont très mauvaises, et que les traitements pour le cancer, par exemple, ou même la fin de vie des personnes âgées, quoi. C'est dans l'hôpital public, entouré de médecins. C'est pas du tout quelque chose peut-être qu'il vaut mieux mourir 3 ans avant et puis mourir avec une belle ventouse dans un endroit avec tu vois, des bougies Mais si odorantes. c'est ton choix, Je ne sais pas si c'est ton choix. Je veux dire, euh, est-ce qu'il n'y a pas une critique qui est Non, mais entendable bah, dans tout ça? Le problème, c'est que Une remise en cause de la science, voilà. la science n'est pas responsable de ça. La science n'est pas responsable du comportement du personnel soignant. La science n'est pas responsable de la manière dont c'est géré. Il y a plusieurs choses dans le mot science. La science n'est pas prescriptif. La science est juste descriptive et la science propose des choses, mais Le monde médical est censé être éclairé par la science, c'est une chose, mais après c'est comment il pratique. Il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup l'histoire de la pratique même en elle-même implique certains choix qui doivent être remis en question. Nous, on n'est pas sur ce plan-là. On ne juge pas sur la pratique du soin. C'est un métier à part entière qui est extrêmement compliqué. On n'a aucune prétention là-dessus. Nous, on a un avis sur le volet épistémologique. Comment est-ce qu'on sait que oui ou non, les médecines douces ont un effet ou pas? Comment on appelle une médecine douce qui a prouvé qu'elle était efficace? La médecine. Parce que ça rentre dedans. Tant que ces médecines douces sont alternatives, je vais rarement, pour un problème électronique, voir un électronicien parallèle. Je vais rarement voir un garagiste parallèle. Par contre, un médecin parallèle, on y va. C'est bizarre, hein, parce qu'on s'autorise à dire « Ah, quand même, là, j'ai très mal au genou, alors je vais quand même essayer. » On a plus tendance à accepter de sortir des clous pour la santé parce qu'on veut croire de manière plus forte ce que les gens font. Mais ça ne valide pas du tout comment marche actuellement la médecine, comment marchent les hôpitaux. Il faut absolument que ça soit toujours remis en question. C'est vrai. On n'est pas les chiens de garde du système, tu vois. Juste un message. Oui, la clique. Bonjour, oui, ici. Bonjour. C'est un honneur de pouvoir vous adresser la question que je vais vous poser maintenant. J'ai eu l'occasion de regarder vos vidéos et il y a quelque chose qui m'a quand même beaucoup surpris dans toute les croyances et les dérives sectaires, c'est que d'une manière générale, les gens s'intéressent à des choses qui peuvent nous apparaître à nous ici comme étant tout à fait farfelues. Par contre, je remarque que aux États-Unis, par exemple, l'élection de M. Trump a mis la problématique de la modification du climat complètement de côté. Par exemple, il y a M. Fabrice Nicolino qui a pris des balles dans les jambes avec l'attentat de Charlie Hebdo, qui avait fait un bouquin très intéressant sur la faim, la bagnole et nous, ou par exemple les controverses liées à l'explosion de l'inventaire des nouvelles molécules qu'on crée sans arrêt, et que on n'a pas de recul par rapport à leur innocuité ou leur véritable utilité. Et donc, en fait, il y a toute une part liée à l'histoire, liée à justement ces influences politiques qui font que il y a aussi des dérives, des choses qui deviennent incontrôlables. Mais justement, la question, c'est ça, c'est que finalement, dans votre présentation, vous avez mis 3 cadres qui s'intègrent les uns dans les autres. Mais finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer peut-être pas la question de la controverse, mais au moins le vecteur politique. Vous avez signalé par exemple Galilée qui n'était pas en accord avec les penseurs de son époque et le rôle de l'Église. Mais finalement aujourd'hui, voilà, il y a cette part liée à l'économie, il y a le fait que les gens ont plutôt tendance à verser vers des choses qui peuvent apparaître faciles ou futiles, alors que les choses qui ont un véritable intérêt politique, finalement, ça ne soulève pas l'attention des masses. Et ça, c'est une question d'ordre social. La science, on a 4 acceptions. On a la démarche scientifique pour produire des connaissances, on a le corpus des connaissances actuelles, on a l'application donc les technologies, un peu ce dont vous parlez, les choix, etc. Et on a la communauté des savants. La communauté des savants, dedans, il y a des ordures et des pourris, mais il y a des gens bien. Les applications technologiques, c'est la politique, c'est pas la science. L'état des connaissances, on n'arrête pas de dire que c'est évoluable, que c'est amené à changer, donc ça n'est pas une fin en soi. Il reste la démarche. Et nous, on défend la démarche. C'est ça qu'on met en avant. La démarche est extrêmement intéressante, elle est puissante pour distinguer le vrai du faux, si autour on fait des efforts pour l'écouter. Et si autour on est capable de remettre toujours en question ce qu'on croit savoir. Et il y a un pilotage politique de la science qui pose problème tout le temps. Mais est-ce que c'est plus grave qu'avant, moins grave qu'avant? Est-ce que ça va venir ou pas? On n'est pas compétent pour parler trop de ça, en fait. Donc on s'arrête à là où on sait qu'on peut vous dire des choses. Toute la dimension épistémologique, comme on disait avant, elle est amorale. Tout ça, ça ne la concerne pas.
Un chercheur et quelqu'un qui produit de la science est supposé être dépassionné et pas s'intéresser à ça. Et même des recherches dont l'application peut avoir l'air profondément immorale, à la base, elle est juste descriptive. Et c'est tout. Après, les êtres humains sont bourrés de défauts, donc C'est ça. il faut toujours être suspicieux, être sceptique de base. Et si on est sceptique et qu'on suspend son jugement jusqu'à ce qu'on ait des infos fiables, on ne peut pas se tromper gravement, en fait, puisque dès qu'on sait qu'on s'est trompé, on peut se corriger. Donc, c'est pas une pirouette, c'est juste que c'est le bon état d'esprit à avoir pour éviter les erreurs durables. Il faut accepter de changer d'avis, il faut accepter d'avoir eu tort à un moment. C'est pas forcément évident. Voilà. Et c'est dommage que la politique ne soit pas plus éclairée par la science. Ça, c'est certain. Le fait que l'un des premiers trucs que Trump a fait en arrivant au pouvoir, c'est de virer toutes les mentions au réchauffement climatique de son site internet, c'est gravissime. Est-ce qu'il y a des questions qui ne touchent pas la politique, par exemple? Bonjour. Nous, on ne sait pas ça. Bonjour, monsieur. Juste pour dire que ça peut arriver, personnellement je vais être un peu sceptique sur votre scepticisme. D'accord. Juste parce que j'aime beaucoup ce que vous dites sur on peut toujours changer d'avis avec ce qui va arriver et tout ça. Je viens défendre un petit peu mon petit pain, on va dire, parce que je suis psychologue et je suis en doctorat de psychopathologie, études psychanalytiques justement. Et juste pour dire qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de changer ça le plus possible, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont faites. Et juste le côté positif, c'est qu'on a pour l'instant 5 expériences qui ont été lancées et dont les résultats vont arriver bientôt. Et donc on est en train de publier justement à l'international et tout ça. On a beaucoup de travail aussi avec les neurologues et les cliniciens qui se mettent en place aussi. Et un nouveau courant qui s'est créé, qui est la neuropsychanalyse aussi, qui devient assez intéressant. Et justement, c'est vrai que le problème de la psychanalyse a été de vouloir défendre une espèce de dogmatisme en voulant se protéger des attaques des autres. Ce qui n'est pas tout le temps facile aussi de recevoir autant d'attaques sans avoir l'occasion de se défendre en fait sur le reste des médias. Pas d'occasion de se défendre sur les médias, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, 100% des psychologues dans les médias sont des psychanalystes. C'est clair. C'est là où justement je ne suis pas totalement d'accord. Et par exemple, je sais que la vidéo que vous avez faite sur la psychanalyse était malheureusement un peu compliquée à défendre, parce que c'était Sophie Robert en fait qui était. Oui, mais c'était le récit de comment une réalisatrice qui produit un documentaire subit des attaques et des condamnations dans son film interdit, donc c'est Le Mur, où elle interviewe des psychanalystes pour parler de l'autisme. Et certains ont porté plainte, le film a été interdit, le film a fini par revenir parce qu'en fait on a montré qu'elle n'avait pas triché dans ce qu'elle montre. On ne dit pas qu'elle a absolument raison. Nous, ce qui est important, c'est comment le corps de la psychanalyse s'est défendu contre cette attaque entre guillemets, de leur contenu. Ils l'ont fait par la justice et pas par la science. Et c'est très révélateur. En fait, c'est parce que aussi, il faut prendre en compte le fait que nous-mêmes, dans notre travail, en fait, parce que je suis pas psychanalyste justement, j'utilise la grille de pensée psychanalytique, mais en tout cas dans notre travail, on voit que on est aussi constamment attaqué sur le plan justice. Par exemple, les hôpitaux de jour qui sont de plus en plus contrôlés par l'ARS et autres. Il y a même une petite histoire rigolote qui est arrivée il y a 2 semaines avec l'ARS qui s'est trompée en envoyant un mail à tous les hôpitaux de jour qui devait être envoyé que à l'ARS en disant clairement voilà, ils vont vous répondre ça, alors faut que vous les tacliez là-dessus et tout. Enfin, il n'y avait aucune objectivité non plus qui était mise en place. Mais en tout cas, tout ça pour dire que justement, il faut savoir que ça commence à venir d'un point de vue psychanalytique et donc scientifique, et que ça pourrait être intéressant de commencer à justement s'intéresser aux résultats qui vont arriver et à toute cette méthode qui est en train de se mettre en place. Si la psychanalyse a raison, nous réviserons notre jugement. Il faudrait que la psychanalyse apprenne à se défendre sur le terrain de la science. Pour l'instant, c'est pas fait, mais en fait, par exemple, vous pouvez trouver sur PubMed déjà pas mal de chercheurs. Oui, dans beaucoup de revues où le titre il y a psychanalyse dedans. Non, des revues qualifiantes maintenant, ça passe. Peut-être. Enfin, j'ai pas vu grand chose. Voilà. Et je suis pas convaincu, mais peut-être que j'ai tort. Voilà. Après, je défends mon bout de gras évidemment, mais en tout cas, c'est juste pour dire que nous, on n'a aucun intérêt personnel à tracher la psychanalyse. Hein. En tant qu'analyste, moi, dans ma discipline, je suis musicologue. Si on me démontrait que la psychanalyse, ça fonctionne, je serais ravi. Ça donnerait plein d'infos sur les grands auteurs et les compositeurs. Ça serait absolument merveilleux. Moi, j'aimerais que ça marche. Comme la synagogologie. Si la synagogologie marchait, ça serait fabuleux. Le problème, c'est que l'origine même historique de la psychanalyse, déjà, elle est pas terrible. Admettons que vous vouliez qu'il y ait une volonté scientifique de remettre en avant certains principes d'analyse de l'inconscient, d'analyse de tout ce qui se passe dans la tête. Très bien. Mais il faut peut-être faire le deuil de la psychanalyse, du terme psychanalyse et de tout ça pour reprendre les études depuis le début, parce qu'il y a un problème à la base. Si la fondation pose problème, et on sait que Freud, donc le père de la psychanalyse, a falsifié énormément de ces données,
comment on peut espérer faire quelque chose de correct? Bon, il est pas là pour se défendre, hein, Freud, donc le pauvre. Non, ouais, enfin, c'était pas le Non, oui, sujet mais- central. On a épinglé ça parmi d'autres problèmes. On ne dit pas que les psychanalystes sont forcément des pseudo-scientifiques. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent ça Bien sûr. parce que c'est des outils pour leur pratique et discussion avec les patients qui sont utiles. D'ailleurs, Mais dans- d'un point de vue épistémologique, il n'y a rien qui semble valide On pour dit l'instant. C'est tout ce que je dis. on dit même pas que la psychanalyse a fait que du mal. En ce qui concerne le rapport patient-médecin, ouais, la psychanalyse a fait du bien. Le fait de remettre un petit peu le rapport patient-médecin en avant, ça a été positif. Ça, Ce c'est serait bien que certain. les psychanalystes soient toujours médecins, quoi. C'est pas toujours le cas. On peut avoir des gens complètement tarés qui soignent les autres. Ça, c'est fou. Hein, même. Donc voilà, on serait ravis de revenir là-dessus, mais pour l'instant, Enfin bref. Une dernière question, Désolé. peut-être, que je ne sais pas à quelle heure on doit rendre l'antenne. Oui, alors, Bonjour. qu'est-ce qu'on peut... Je ne sais pas si ça sort un peu du cadre de... Oh bah là, on est sorti un peu. On y est plus, là. Alors, Oui, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis des gens qui vous le disent, qui savent que l'homéopathie, l'éthiopathie, etc., ça ne marche. C'est pas prouvé scientifiquement, ils le savent, Mhm. mais leur réponse est oui, mais sur moi, ça marche. Ouais. pas rien. Bah, il y a C'est la compliqué. Il y Quoi. a la preuve par autrui. Il faut leur dire qu'il y a des gens qui sont convaincus que si on coupe la main des voleurs, la société va mieux. Ça marche chez eux, vraiment, les voleurs. D'autres qui pensent. C'est la pensée magique. Il y a plein de gens qui sont totalement sûrs d'une chose. Il faudrait en trouver un avec lequel les gens ceux-là sont pas d'accord. Et dire, mais toi, dans leur cas, ils pensent que ça marche. Pourquoi est-ce que toi, tu penses que ça marche sur eux et pas sur toi? Après, si c'est des gens qui sont relativistes et qui disent oui, mais en fonction des gens, on peut construire notre propre réalité, et le problème, c'est que du coup, ça ne sert pas à rien de discuter. Si le monde entre lequel. Enfin, il y a eux, il y a nous, puis entre nous, il y a le monde, si le monde change selon comment on le regarde, on ne pourra jamais se mettre d'accord. Puis si eux-mêmes, ils sont conscients que ça marche pas, mais qu'ils sont dans l'idée que sur eux, ça marche, pour les convaincre, c'est quasiment impossible, en fait. C'est hyper compliqué. Là, on rentre dans des mécanismes psychologiques qui sont vachement tricky, quoi. Enfin, Donc, il n'y a pas de réponse, ça dépendra des personnes, en plus. Quand on en est à cet argument-là, oui, mais sur moi, ça marche. Ça veut dire qu'on a zéro argument aussi. Enfin, disons-le carrément, les gens chez vous, quand vous dites ça, vous n'êtes pas convaincant, hein, du tout. Voilà, c'est pour les gens qui dis-le, ils le savent pas. C'est pas convaincant. Ça n'est pas convaincant. Voilà. Désolé, pas de réponse pour ça. On prend une dernière question. D'accord. Très bien. Donc bonjour, je suis étudiant. C'est bien. Merci. Moi aussi. J'avais une petite question en fait, puisque j'ai vu votre live sur le dernier live, je crois, sur les sciences humaines et sociales. Ok, c'est pour moi. Donc en sociologie, en fait, on parle plus d'épistémologie, ou très peu. On parle de sociologie des connaissances, et j'aurais aimé savoir si vous aviez abordé un petit peu ces travaux en sociologie des connaissannes dans votre recherche concernant ce documentaire, puisqu'on a Je dis Dan Sperber. Ça va celui-là, je le connais pas. Je pensais plutôt à Kuhn, Thomas Kuhn, Ah, c'est avec trop vieux, c'est trop la vieux. révolution des Ouais, non, savoirs c'est pas- scientifiques. c'est pas cool, c'est pas terrible, non. Voilà, c'était ma question. Un petit peu cash, en fait. Dit Non, comme je suis ça. cash, non, mais je comprends. Donc on a un documentaire qui s'appelle Les lois de vas-y, fais-le. On a un documentaire qui s'appelle Les lois de l'attraction mentale, Voilà. dans lequel on questionne le statut de connaissance. Qu'est-ce qui permet de différencier une connaissance d'une croyance? Alors ça, c'est les questions qu'on pose aux chercheurs. Le but, Voilà. c'est de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un discours objectivement faux, la pyramidologie par exemple, beaucoup de gens veulent y croire. Et les gens prennent ça pour une connaissance, du coup, donc ils confondent les deux. Et donc on est allé interviewer pas mal de gens, et on s'intéresse notamment au processus darwinien de la culture. Donc qu'est-ce qui fait qu'une croyance, elle va survivre et s'implanter dans différents cerveaux, et au fil du temps, rester. Donc comment les croyances et les traditions naissent et s'imposent. Et comment une idée devient virale aussi. Donc on est aux limites entre sociologie, psychologie, anthropologie. Et Kuhn, pour le coup, c'est un peu daté, j'ai l'impression. Voilà. J'avoue en toute sincérité que Kuhn, personnellement, je ne l'ai pas lu. J'avoue. Bon, j'espère qu'on a répondu plus ou moins à la question. On reste disponible pour Oui, on discuter va un peu en bas. rester On dans le va libérer la place pour la suite du festival des vidéosciences avec je ne sais pas qui, je ne sais plus. Si, ce sera, on aura Monsieur Quark et Tout à fait. je ne sais plus avant parce que j'ai pas noté, et donc toutes mes excuses, mais on vous Navré. rend l'antenne. Comment? Bon, merci beaucoup. Et la quadrature du net, Ah, c'est tout ça. simplement.